Le conflit israélo-iranien est un cas d'école quand une guerre froide et diplomatique dure très longtemps et quand les tensions s'accumulent, ça peut exploser et ça peut donner lieu à une guerre directe. C'est ce qu'on peut craindre au Maghreb. Sauf que Israël et l'Iran, il n'y a pas de frontière commune. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a une frontière commune. On doit tirer les leçons. Il vaut mieux, quand il y a des guerres diplomatiques, il vaut mieux trouver un compromis trop rapidement. Les Iraniens et les Israéliens n'ont pas voulu négocier, n'ont pas voulu faire des compromis. L'effondrement du régime iranien permettra à Israël de se débarrasser définitivement de ses adversaires dans la région. Il n'y a que deux pays qui disent non à Israël, qui disent non ouvertement à Israël, qui diabolisent ouvertement Israël. C'est l'Iran et l'Algérie. Après l'Iran, c'est l'Algérie. La disparition du régime iranien, si elle se produit, le front du refus, il restera que l'Algérie. De l'autre côté, le Maroc, si le régime iranien chute, le Maroc va se frotter les mains. Puisque le Maroc, il est allié avec Israël, c'est un allié militaire, et le Maroc est l'un des pays les plus fervents défenseurs d'une normalisation des relations diplomatiques, voire d'un partenariat stratégique avec Israël. Il va afficher des ambitions importantes, il va se sentir renforcé dans ses choix politiques et dans ses orientations politiques. Le conflit israélo-iranien est un cas d'école. Voilà comment, quand une guerre froide et diplomatique dure très longtemps, et quand les tensions s'accumulent, ça peut exploser et ça peut donner lieu à une guerre directe. Il y a un affrontement militaire. C'est ce qu'on peut craindre au Maghreb. Sauf que Israël et l'Iran, il n'y a pas de frontière commune. Entre Israël et l'Iran, vous avez la Jordanie, vous avez l'Irak, vous avez donc la Syrie. Donc il n'y a pas de frontière commune. Entre l'Algérie et le Maroc, il y a une frontière commune. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, nous les Maghrébins, on doit tirer les leçons. Il vaut mieux quand il y a des guerres diplomatiques et des guerres fratricides médiatiques, et quand il y a de fortes tensions diplomatiques, et quand il y a des fortes rivalités, quand il y a la haine qui s'installe, il vaut mieux trouver un compromis trop rapidement avant de voir la situation se dégénérer potentiellement par un affrontement militaire. Et c'est un risque très élevé. C'est un risque très élevé. On le voit aujourd'hui. Regardez ce qui se passe entre le Rwanda et le Congo en Afrique, par exemple, entre l'Érythrée et l'Éthiopie, quand il y a des fortes tensions diplomatiques, etc. S'il n'y a pas un compromis, s'il n'y a pas des négociations qui ramèneront le bon sens et le calme, on peut aller malheureusement vers un affrontement militaire. Israël, elle a des objectifs naturellement assumés. Les Israéliens, encore une fois, veulent empêcher que l'Iran se dote de la bombe nucléaire. Ils veulent faire tomber le régime iranien. Donc, ce sont des objectifs assumés. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire le parallèle entre le conflit entre Israël et l'Iran avec le conflit entre l'Algérie et le Maroc. Mais ce qu'il y a d'inquiétant, encore une fois, c'est que Israël a voulu empêcher les négociations pour un accord diplomatique entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran. Et c'est qu'Israël, elle a pesé de tout son poids pour entraîner les États-Unis d'Amérique dans ce conflit. En réalité, dans le monde aujourd'hui, quand il y a deux pays qui se détestent, qui se méfient, qui se haïssent, il y a d'autres acteurs régionaux qui rentrent en jeu pour les entraîner vers la guerre. Et donc, une tension diplomatique ou une guerre froide, elle peut aboutir rapidement à une confrontation militaire. Ça, vraiment, il faut qu'on tire la leçon rapidement. On tire la leçon rapidement. Les Iraniens et les Israéliens n'ont pas voulu négocier, n'ont pas voulu faire des compromis. Chacun a campé sur ses positions. Peu importe qui a raison, qui a tort. Hein. Nous, on fait de l'analyse parce que on va pas faire du journalisme de l'épicerie ou du journalisme alimentaire. On va pas dire l'Iran est plus fort qu'Israël, l'Iran a la raison. Non, on fait pas de la morale. On est en train de faire de l'information. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a eu raison, qu'il y a eu tort. Il s'agit d'expliquer une situation. C'est qu'aujourd'hui, le monde est traversé par de très fortes tensions diplomatiques et que ces tensions diplomatiques et ces guerres froides, auparavant, entre les États-Unis d'Amérique, à l'époque de la guerre froide, entre les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, c'est resté une guerre froide. La confrontation militaire a été évitée parce qu'il y avait un accord tacite
pour ne pas franchir une certaine ligne rouge. Aujourd'hui, malheureusement, il y a plus cet accord tacite, il y a plus cette ligne rouge, et l'accumulation, encore une fois, des tensions diplomatiques, et en plus l'emprise des réseaux sociaux, la haine qui est véhiculée par Internet, les guerres médiatiques, les guerres psychologiques, et provoquent rapidement une aggravation des tensions qui peuvent mener vers une confrontation militaire. Et ça, c'est inquiétant. Sarahatan, c'est inquiétant. Alors, il y a un impact politique sur le Maghreb. Maintenant, après cette guerre, l'Algérie qui, on va dire, appartient au front du refus, qui refuse la normalisation avec Israël, naturellement, elle est en train de suivre de près ce conflit. Parce que l'effondrement du régime iranien permettra à Israël de se débarrasser définitivement de ses adversaires dans la région. Dans le monde musulman, il faut dire la vérité, il n'y a que 2 pays qui disent non à Israël, qui disent non ouvertement à Israël, qui criminalisent ouvertement Israël, qui diabolisent ouvertement Israël. C'est l'Iran et l'Algérie. On va pas parler du Yémen et du Houthi, c'est un pays divisé, la guerre civile, quasi inexistant, etc. Le Soudan, il est quasi inexistant. Mais les 2 pays du monde musulman qui disent non à Israël et qui disent non, qui refusent la normalisation et qui utilisent même la lutte contre Israël ou comment dirais-je, qui font de leur politique anti-israélienne, de leur soutien à la cause sacrée palestinienne comme un élément fondamental de leur politique interne et de leur légitimité nationale, après l'Iran, c'est l'Algérie. La disparition du régime iranien, si elle se produit, et encore une fois, elle n'est pas certaine, ce n'est pas acté que le régime iranien pourrait s'effondrer. Mais s'il s'effondre, le front du refus, il restera que l'Algérie. Donc l'Algérie va devoir s'expliquer et va devoir essayer de gérer un nouvel ordre mondial où elle sera dans le monde musulman le seul pays qui est anti-israélien ouvertement. De l'autre côté, le Maroc, si le régime iranien chute, le Maroc va se frotter les mains, puisque le Maroc, il est allié avec Israël, c'est un allié militaire, il fait partie des accords d'Abraham, il fait partie d'un axe stratégique qui regroupe Israël avec les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, etc., qui forment un bloc autour d'Israël, qui sont des pays très anti-iraniens. Et le Maroc est l'un des pays les plus fervents défenseurs d'une normalisation des relations diplomatiques, voire d'un partenariat stratégique avec Israël. Si Israël gagne, le Maroc va bomber le torse, il va afficher des ambitions importantes, il va se sentir renforcé dans ses choix politiques et dans ses orientations politiques. Sauf que c'est le contraire qui se produit. Si c'est Israël qui perd la guerre, et c'est très peu probable que l'Israël perde la guerre, dans le sens où qu'Israël a le parapluie américain. Il ne faut pas s'attendre à ce que les Iraniens peuvent causer beaucoup de dégâts en Iran. Les Iraniens plutôt peuvent causer beaucoup de dégâts en Israël. Ils peuvent vraiment détruire pas mal de cibles, provoquer quelques dizaines de morts, mais les Iraniens n'ont pas les moyens, par exemple, de tuer Netanyahu. Ils n'auront pas les moyens, sauf surprise générale. Sauf surprise générale, je dis bien, sauf qu'au théâtre, les Iraniens ne pourront pas détruire et neutraliser, par exemple, les décideurs israéliens de premier plan. Par contre, les Iraniens peuvent gagner la guerre à travers ce qu'on appelle la guerre de l'usure. Qu'est-ce que c'est que la guerre de l'usure? C'est-à-dire les Iraniens, ils ont une stratégie très claire. Je bombarde Israël, j'utilise tous mes missiles, je sème la terreur, je vais encaisser plus de pertes civiles et militaires, mais je vais réussir à fatiguer les Israéliens. L'Iran, c'est un pays beaucoup plus peuplé, beaucoup plus important que l'israélien. L'économie iranienne, elle est déjà à bout, mais elle est résiliente. La population iranienne, elle est habituée à l'embargo, à la résilience, etc. C'est pas le cas de la population israélienne qui est attachée à la prospérité, qui est attachée à la paix, etc. Si cette guerre dure plus d'une semaine, plus de 10 jours,
les boucliers antimissiles israéliens pourraient montrer des défaillances, les munitions d'Israël pourraient manquer cruellement, et le moral de la population israélienne pourrait être ébranlé, et l'économie israélienne va perdre énormément d'argent et de points de croissance, et le pays sera déstabilisé, appauvri. Le ciel israélien sera saturé parce qu'il y aura plus de liaisons aériennes. Israël donc pourrait vraiment être avec l'usure, hein, au bout d'une guerre d'usure, elle pourrait être affaiblie et déstabilisée. C'est complètement possible. Et ça, c'est l'Iran qui va gagner. Parce que si le régime iranien, malgré Khamenei, soit assassiné, s'il ne tombe pas, et s'il ne fait pas de grandes concessions, et si au bout de 10-15 jours, il arrive à fatiguer les forces militaires israéliennes, notamment les systèmes antiaériens, et s'il arrive à causer des dégâts et à provoquer des explosions dans les plus grandes villes israéliennes, l'Iran peut sortir, si c'est pas vainqueur, ex aequo, au moins va sauver l'honneur. Et là, c'est Israël qui va reculer. C'est son prestige, c'est le mythe de sa toute-puissance, et c'est la supériorité militaire et technologique d'Israël qui ne sera pas établie de façon absolue. Et là, l'Iran pourrait gagner. Si l'Iran gagne, le Maroc et les alliés d'Israël dans la région seraient dans une situation inconfortable, voire même très désagréable, d'abord auprès de leur population, parce qu'auprès de leur population, les gens vont demander des comptes, ils vont se dire la population marocaine n'est pas totalement favorable à l'alignement systématique du Maroc sur les positions israéliennes. Les populations dans plusieurs pays musulmans, même si l'Iran est un pays chiite, et Dieu sait qu'il y a des divergences importantes entre les chiites et les sunnites, sauf qu'on voit bien que les Israéliens, quand ils bombardent, ils tuent des enfants. On a vu une école à Téhéran qui a été totalement ravagée, etc. On voit que la guerre a fait beaucoup de pertes civiles, de victimes civiles, etc. Et que les opinions publiques arabes peuvent se solidariser avec l'Iran, même si l'Iran attaque et lance des missiles sur les capitales arabes comme Abu Dhabi, comme le Koweït, comme Bahreïn, comme Doha, etc., au risque de provoquer des morts civiles et au lieu de s'attaquer à des cibles militaires américaines comme c'est annoncé par les autorités iraniennes. Mais il est possible que cette guerre d'usure, que l'Iran mène une guerre d'usure. C'est-à-dire, je résiste, le régime ne tombe pas, la population ne se révolte pas contre le régime, l'armée iranienne, elle essuie beaucoup de pertes, mais elle a une capacité de riposte. La riposte, elle est toujours là. L'Iran, selon les experts, selon les notes des experts les mieux renseignés, les plus informés en ce qui concerne les questions, les questions de militaire et les questions de défense nationale, l'Iran a un stock important de missiles, notamment des missiles qui peuvent faire 2000 km. Et donc, ils peuvent atteindre tout le territoire israélien. Tout le territoire israélien. Donc, il est complètement possible que l'Iran résiste très longtemps, et si elle résiste très longtemps, elle va épuiser Israël, et elle va épuiser l'économie israélienne, et puis les États-Unis d'Amérique ne feront pas d'intervention militaire. Il n'y aura pas d'intervention militaire terrestre. C'est de cela dont je parlais hier. Il n'y aura pas d'intervention militaire terrestre. Les Américains ne vont pas envoyer des soldats pour occuper le sol iranien. Et là, je peux parier avec vous tout ce que vous voulez. Donc l'Iran a une chance de gagner si elle résiste, si le régime iranien résiste. Maintenant, le régime iranien est un régime opaque. On n'a pas une idée précise sur sa capacité de résistance. Est-ce qu'il peut résister au bout de 15 jours après la mort de Khamenei? Parce que dans la guerre des 12 jours de juin 2025, le leader du régime n'a pas été décapité, n'a pas été assassiné, n'a pas été neutralisé. Là, on est dans une situation complètement différente. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs scénarios qui peuvent se dessiner sous nos yeux, et tous les scénarios auront un impact direct sur le Maghreb. L'impact le plus dangereux reste l'impact économique. Alors, si l'Iran bloque, comme elle le dit, le détroit d'Ormuz, qui est le détroit entre le sultanat d'Oman et l'Iran, par lequel passe 20% du pétrole mondial, et par lequel passe 10% du gaz mondial, notamment le gaz qatari, le GNL, qui permet à qui fournit du gaz à l'Union européenne, à pas mal de pays de l'Asie du Sud-Est. On va assister à une augmentation du prix du baril du pétrole et à une augmentation du prix du gaz. On a vu déjà le baril du pétrole est déjà à $72. Pour le moment, l'effet de cette première journée de la guerre, il est très limité.
Pour une raison simple, on peut parler d'un emballement des prix du baril du pétrole quand ça dépasse les 80 dollars. Les dirigeants algériens pensent qu'ils pourront se frotter les mains. Et les Algériens pensent qu'avec un prix du baril du pétrole qui explose, on peut gagner beaucoup de revenus en devises et on peut vivre le même scénario qu'on a vécu à l'époque de l'Ukraine, lors de la guerre de l'Ukraine. Sauf que, je rappelle que quand le prix du baril du pétrole explose et augmente, comme lorsque le prix du gaz explose et augmente, je rappelle, il y a déjà l'inflation importée. Ça veut dire que tout ce que nous allons importer depuis l'étranger va augmenter. Les prix du blé vont augmenter, les prix des équipements industriels vont augmenter, les prix du textile vont augmenter, les prix des matières premières agricoles, les prix des matières premières agricoles vont augmenter, tous les prix des produits importés vont augmenter. Et nous allons subir une inflation comme nous l'avons vécu lors de la guerre en Ukraine, lors de la première année de la guerre en Ukraine en 2022 et la deuxième année en 2023, une inflation en Algérie entre 9 et 10%. Et concernant les produits agricoles, par exemple, qui dépendent des matières premières agricoles importées, on peut avoir une inflation de 24 à 25%. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle. Il faut arrêter de croire qu'en Algérie, un prix de baril très fort est forcément une bonne nouvelle. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Pas du tout. Alors là, pas du tout. C'est une bonne nouvelle quand l'Algérie, si on profitait, elle réalise des investissements importants et elle maîtrise sa facture des importations. Or aujourd'hui, on n'est pas un pays de 30 millions d'habitants. Au début des années 2000, l'Algérie elle a beaucoup profité de l'augmentation des prix du baril du pétrole et du gaz parce qu'on n'était pas une population nombreuse. Aujourd'hui, on est presque 50 millions d'habitants. On n'est pas 30 millions d'habitants ou 35 millions d'habitants comme au début des années 2000. On est 48 millions d'habitants, presque 50 millions d'habitants, avec une production nationale très faible. Donc il y aura une inflation importée qui sera galopante. Ne croyez pas, ne faites pas l'erreur de croire qu'un baril de pétrole élevé, que le prix d'un baril de pétrole élevé fera les affaires de l'Algérie. Ce n'est pas du tout le cas. L'Algérie, par le passé, elle en a profité parce qu'elle a eu des réserves de change, elle a eu des importations plus ou moins régulées parce que la population n'était pas, mais à partir n'était pas aussi nombreuse qu'aujourd'hui. Mais depuis 2014, depuis le boom démographique 2013-2014, qui a coïncidé avec la première chute du prix, avec la crise des prix du pétrole de 2014-2016, on n'a plus le contrôle sur nos importations parce qu'on a une population avec une consommation intérieure très importante. Très importante. Et je rappelle que l'Algérie, elle ne risque pas de profiter beaucoup d'un prix de baril de pétrole très élevé, puisque nous avons comment on appelle ça? Nous avons une capacité d'exportation qui est faible. On n'exporte pas beaucoup. On exporte dans les 400 à 500 000 barils par jour. C'est très peu. Pour profiter d'un baril de pétrole très fort, il faut exporter 1 million à 1,5 million. Donc, ça fera pas vraiment nos affaires. D'ailleurs, moi, je suis pas sûr que le prix du baril du pétrole va dépasser les 80 dollars. Je pense que dans cette guerre, les Saoudiens et les Américains vont intervenir pour augmenter leurs quotas de production afin d'équilibrer et de rassurer le marché mondial. Je le pense honnêtement, et je crois pas que la fermeture du détroit d'Ormuz sera une chose facile à faire pour les Iraniens. Je crois que les Américains ont dépêché toute leur flotte militaire la plus importante, justement pour protéger ce détroit et pour empêcher que les Iraniens ne le ferment définitivement. Je le pense sincèrement. Je le pense sincèrement. Je vois mal comment les Américains vont laisser le détroit d'Ormuz fermé et monopolisé par les Iraniens. Voilà, mesdames et messieurs, les grands enjeux. Les grands enjeux de cette guerre. C'est une guerre. Alors, Trump, j'ai vu une question qui a été épinglée sur TikTok, mais elle a été trop rapidement. On va passer à des questions-réponses. Je voulais vous donner une analyse globale, l'impact sur l'Algérie, sur le Maghreb. Et ce conflit-là, encore une fois, l'Algérie, elle est dans un camp, le Maroc est dans un autre camp. Il aura un impact sur les relations algéro-marocaines. Et encore une fois, je le répète, la principale leçon, elle est géopolitique. Quand on a les fortes tensions diplomatiques et les fortes tensions entre la guerre ouverte, une guerre froide, et une guerre diplomatique aujourd'hui, elle peut dégénérer en affrontement militaire. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin.
N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.